c'est Crossover qui nous réunit ici aujourd'hui. Depuis 2022, ils ont initié le podcast du Crossover Festival. Ils mettent en lumière eux aussi le territoire et l'industrie musicale au travers d'interviews et de capsules vidéo. Donc merci à eux de nous avoir réunis et d'avoir réuni de grands talents autour de cette table. Moi, je suis Charlotte Rivaton, je suis co-dirigeante d'un groupe de 100 personnes sur toute la France, qui a comme métier de faire de l'impression numérique, de la création de stands et du digital. Et puis, j'ai monté il y a 3 ans en intrapreneuriat avec d'autres personnes une société qui s'appelle Exil et qui a pour mission de transformer les entreprises par la formation et la création d'événements atypiques. Et je vous présente aujourd'hui Bénédicte Allard, qui va arriver juste derrière, normalement. Ça, c'est moi. Bon. Bénédicte, bonjour. Elle est actrice, chanteuse, auteure, comédienne permanente au TNN. Donc peut-être que vous l'avez déjà vue souvent. C'est un véritable couteau suisse, mais elle a aussi décroché plusieurs fois la Coupe de France en natation synchronisée. Elle est dotée d'un master en philosophie psychanalyse. Et je dois rajouter qu'elle est aussi coach de natation artistique à Menton et qu'elle a écrit et interprété son seul en scène sur Frida Kahlo. Merci beaucoup d'être là. J'ai le plaisir aussi de vous présenter Agnès Borg, qui est directrice conseil chez Hopscotch. Elle a 20 ans d'expérience dans la direction stratégique, les relations publiques, la communication, le développement de marque et l'organisation d'événements. Elle est créative et a un engagement indéfectible pour le changement et une expertise particulière dans les secteurs de la grande consommation et de la philanthropie. Et elle a aussi monté sa propre entreprise en stratégie de marque. Bonjour Agnès, merci d'être là. Merci à vous. Je vous présente Louise Guémard, ici présente. Elle est fondatrice de... D'abord, merci beaucoup Louise, parce qu'elle a accepté de venir remplacer Justine, qui avait une compétition en dernière minute. Et je suis ravie qu'elle puisse être parmi nous. Elle est fondatrice de Silence Éphémère. Silence Éphémère, c'est une société de médias qui a pour mission d'encourager et de valoriser la créativité musicale. Elle accompagne les artistes, elle a créé un magazine et elle a développé un réseau social musical qui s'appelle Wonderplace TV. Merci beaucoup Louise d'être présente parmi nous. Je vous présente du coup Mathilde Diouf, qui nous a déjà un peu été présentée aujourd'hui, adjointe au maire de Nice, déléguée à la lutte contre les discriminations, aux droits des femmes, aux actions humanitaires et à la coopération. Et visiblement quelqu'un de très engagé au quotidien, qui lâche pas l'affaire. Merci pour ça. Nous sommes nombreuses à la mairie à ne pas lâcher l'affaire, n'est-ce pas Magali? Il en faut. Ça reste quand même un monde d'hommes. Merci beaucoup. Et enfin, je vous présente Magali Altounian, qui a été attachée parlementaire pendant 6 ans et qui a un attachement particulier à cette ville de Nice et qui a décidé finalement de revenir et d'occuper le poste d'adjointe au maire délégué aux affaires européennes et au rayonnement de la ville. Elle est très engagée aussi en faveur de l'entrepreneuriat féminin et je suis ravie de l'avoir à mes côtés. Alors, on va pouvoir commencer sur cette thématique. Très, très rapidement, je me suis intéressée à regarder 2-3 chiffres là, avant d'arriver. Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de progression quand même sur l'entrepreneuriat féminin, qu'aujourd'hui, elles sont un peu plus de 32% à occuper des postes d'entrepreneurs sur le territoire national, parce qu'elles voient ça comme une opportunité d'indépendance, d'épanouissement, d'apprentissage et de solutions pour équilibrer aussi leur vie. Elles sont seulement 2,5% à la tête du CAC 40 et elles manquent encore pas mal dans les instances de direction, donc il y a encore beaucoup de chemin à faire. Une évolution des mentalités à mettre en place et sûrement de nouveaux contrats sociaux qui sont en train de s'écrire et qu'on est en train d'écrire ensemble en étant présents aujourd'hui.
Du coup, je vais vous laisser la parole et je vais me taire maintenant. Et la première question que je voulais vous poser, et je vais la poser à Bénédicte en premier, c'est est-ce que tu pourrais définir, selon toi, quelle est la particularité de l'entrepreneuriat féminin et quels peuvent être les freins et les obstacles auxquels tu as pu être confrontée ou que tu constates? Alors bonjour à tous. Moi, je vais parler de par rapport à ma position, qui est une position donc d'actrice, de chanteuse. Donc l'entrepreneuriat, moi, je l'ai dans mon métier parce que je suis sans arrêt en train d'entreprendre des projets, que ce soit des projets de création. Tu parlais de Frida Kahlo. Effectivement, j'ai créé mon projet parce que en tant que comédienne, on est souvent, si ce n'est tout le temps, confronté à en fait vivre dans le désir de l'autre, dans le désir du réalisateur, du metteur en scène. Donc en fait, la solution à ça a été d'entreprendre, moi, mes projets, mes créations, pour avoir la main en fait sur tout ça. Et donc cet entrepreneuriat, il a commencé en se disant, eh bien moi je vais créer ces choses-là. Et le frein à tout ça, encore une fois, moi je parle pour moi, et je pense que ça vient de là aussi, j'ai eu une éducation où on m'a toujours dit que tout était possible. Donc même si je sais que c'est plus difficile quand on est une femme, je me suis jamais dit que ça allait être un frein. Alors je m'y suis confrontée parfois, quand on veut vendre son spectacle et qu'on nous fait comprendre qu'on va le prendre selon certaines conditions, ça arrive, mais c'est pas tout le temps. Et donc les freins, j'ai décidé de plus les voir en fait. J'ai décidé de passer outre et de me dire qu'il n'y en avait pas. Et je pense qu'en ayant cette pensée positive et en mettant cette intention-là, c'est comme ça aussi que j'ai pu avancer et que je continue d'avancer sur cette lancée. Agnès, tu veux prendre la parole ? Alors pour ma part, je reviendrai un petit peu sur ce que tu disais sur l'éducation. Moi, mon père est niçois, mais ma mère est anglaise. Et c'est vrai que dans l'éducation anglo-saxonne, on a en effet cette approche let's go. On peut rêver, tout est possible. Peut-être un petit peu moins en France, mais ça dépend. Et je pense que c'est surtout une attitude d'entreprendre. En tous les cas, pour moi, que ce soit l'entrepreneuriat dans une société ou entreprendre vraiment et créer une société, c'est surtout avoir l'attitude, vouloir saisir les opportunités. En créer aussi, parce qu'il faut savoir justement créer ses entreprises et puis suivre son idée. Donc pour moi, c'est plutôt ça. Après, sur la partie des freins, moi j'avoue que le syndrome de l'imposteur dont on parle souvent, c'est quand même une réalité. Et que ça nécessite en fait surtout un travail sur soi, parce que le syndrome de l'imposteur, particulièrement pour une femme, c'est quelque chose qu'on doit vaincre nous-mêmes. Donc c'est pas tout autant l'extérieur qui nous l'impose, mais peut-être sociétalement, mais aussi nous à l'intérieur. Donc je pense que ça, c'est plutôt le frein le plus important, et c'est à nous de transmettre à nos filles ce désir, cette volonté, et de ne pas renoncer, de justement pas se bloquer par rapport à ça. Oui, bien sûr. Alors moi, je pense que il n'y a pas de limite pour les femmes dans ce qu'elles veulent accomplir, sauf les barrières qu'on se met. On s'auto-censure le plus souvent, et c'est ce que vous disiez, c'est très important. Et je pense que pour cette nouvelle génération, elles ont besoin de rôles modèles comme nous aussi. Nous sommes la version améliorée de nos mères et de nos grands-mères. Et c'est important parce que je pense aussi que c'est une question d'éducation. C'est pour ça qu'ici, à la ville de Nice, raison pour laquelle on ne fait pas une seule journée de la femme, mais plusieurs journées de la femme pour expliquer. Et avec Magali, on a à cœur de montrer des exemples, être des rôles modèles. Tout à l'heure, on va inaugurer une exposition avec des femmes chercheuses scientifiques pour justement susciter, pour pouvoir susciter et montrer que au-delà des difficultés, au-delà des obstacles, ce qui nous pousse, c'est déjà le plus souvent un cocon familial aussi, parce que c'est important d'avoir aussi une représentation, enfin un modèle au niveau de la famille, mais c'est l'envie tout simplement et vivre ses passions. Et je pense qu'il est plus que temps maintenant, même s'il y a des progressions, les progressions elles sont lentes, et raison pour laquelle que ces journées ont du sens, cette journée pertinente de la femme. D'ailleurs, je souhaite une très très belle journée de la femme à toutes les femmes ici présentes, et je vous demande même de vous applaudir parce que aujourd'hui c'est la journée de la femme, que diable.
Et cette journée pertinente permet de rappeler les avancées, les progrès, mais aussi les défis persistants. Et c'est pour ça que dans cette ville de Nice, avec des hommes comme Roro, comme Bob, nous avançons grâce à une volonté de notre maire qui très tôt a décidé en 2014 de créer, ce qui n'existait pas à Nice, ce qui n'a jamais existé, une délégation aux droits des femmes pour porter des politiques publiques, pour porter des politiques envers et favoriser, aider, accompagner, réfléchir sur l'entrepreneuriat féminin. Et c'est ce que nous faisons avec Magali. Et c'est important qu'on soit complémentaires, qu'on ne s'oppose pas, mais qu'on s'additionne. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est pour ça que nous sommes là. En tout cas, vous pouvez compter sur nous. Ah, c'est toi ? Oui, merci beaucoup. Naturellement, rebondir sur ce que vient de me dire Mathie, hein, son engagement est un engagement fort qu'elle mène depuis longtemps maintenant. Tu as parlé des engagements de la ville de Nice. C'est vrai que moi, j'ai envie aussi de parler de l'engagement de notre maire, Christian Estrosi, à pouvoir encourager dès le plus jeune âge l'égalité homme-femme. Ça commence par nos crèches. Et c'est vrai que chacun de nos opposants, certains de nos opposants nous le reprochent, mais nous on a déjà cette démarche-là que l'on diffuse auprès des services publics que nous avons. Et puis on a un catalogue citoyen que nous proposons à nos 150 écoles publiques. Et parmi ces actions de citoyenneté, il y a effectivement des actions en faveur de l'égalité homme-femme que l'on délivre aux plus petits déjà. Et ça commence par l'éducation à l'école et l'éducation au cœur de la famille. En ce qui concerne les freins, c'est vrai que moi je le dis assez souvent, vous avez parlé effectivement des freins que l'on se met nous-mêmes, mais il y a aussi des freins externes qui sont réels aussi. Par exemple, la difficulté de pouvoir capter des financements, et cette difficulté elle est plus difficile pour les femmes que pour les hommes. Et puis aussi c'est surtout la compréhension du sujet. En fait, quand on présente notre idée, et parfois elle émane de ce que l'on vit en termes de femmes, et bien quand on a en face de nous que des hommes, parce qu'il faut le dire que les business angels, tous ceux qui vous accordent des financements, majoritairement ce sont des hommes, ben on se retrouve bien seul. On se dit, mais quand je parle par exemple des culottes menstruelles et qu'en face de nous on a des hommes qui voient pas vraiment l'intérêt, on se dit, mais je le dis pas parce que c'était mon expérience, c'est parce que beaucoup de femmes me l'ont dit. Elles m'ont dit, mais nous le vrai sujet c'est qu'on a une idée, c'est compliqué, il faut d'abord qu'on se fasse confiance, on a une lourdeur administrative, il faut à la fois être avocat, comptable, mais alors ça c'est vrai pour les femmes mais c'est vrai aussi pour les hommes, on doit défendre notre projet financièrement et là à ce moment-là on se retrouve uniquement en face des hommes et je pense que là aussi il y a un vrai intérêt, c'est pour ça aussi que beaucoup avec Mathieu on intervient dans des écoles de commerce aussi, dans des écoles de commerciaux en disant dès le départ aux femmes, engagez-vous aussi parce que votre sensibilité également va pouvoir aussi vous permettre de mieux appréhender les choses mais donner la chance aux femmes. Merci beaucoup. C'est à toi Louise de prendre la parole. Déjà, bonjour à tous. Pour moi l'entrepreneuriat c'est une passion mais ça reste difficile. Et en fait, je pense en tant que femme, il faut vraiment se libérer de ce que les autres attendent de nous. Par exemple, j'ai parlé en tant qu'accompagnatrice d'artistes. Je leur demande souvent, par exemple, c'est quoi votre objectif à la fin de l'année ? Et il y a une vraie différence entre les hommes et les femmes. Les hommes, ils vont dire, je veux 100 000 auditeurs sur Spotify à la fin de l'année, en à peu près maintenant 8 mois. Les femmes, c'est plutôt, j'aimerais bien avoir 1000 auditeurs sur Spotify à la fin de l'année. Il faut à la fois qu'on assume notre ambition, qu'on se libère aussi des attentes. Par exemple, il y a beaucoup de producteurs qui produisent des femmes, par exemple, de 16 ans et qui leur disent je te produis si tu montres un peu ton corps. Et aujourd'hui, on a plein d'attentes. À la fois, il faut être, entre guillemets, belle, il faut être séduisante, il faut à la fois être intelligente. Et on a plein d'attentes. Et puis les gens aussi nous donnent des conseils que parfois on n'a pas souvent demandé, des choses comme ça. Et on est d'accord ? Et donc en fait, il faut en avoir rien à faire des autres. Il faut rester sur sa ligne droite et se dire je veux ça, j'irai là où j'ai envie d'aller, quoi qu'on me dise, quoi qu'on me dise de faire ou d'aller. Et c'est ça le plus important, c'est être passionné. Et voilà. Merci beaucoup Louise. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Je voulais juste rebondir auprès de mon collègue Robert Roux
en disant effectivement, tout le monde peut se poser la question pourquoi une journée des femmes? Je dirais pourquoi pas, on peut se poser la question de façon différente, mais dans un monde idéal ou bien dans une société idéale, il y a encore des disparités, il y a encore des discriminations, il y a encore des stéréotypes, il y a encore... les femmes doivent gagner dans leur émancipation, les droits, certains sont bafoués, donc c'est important. Donc le jour où on sera dans une égalité parfaite, qu'elle en rêve, hein, on aspire, à ce moment-là, on ne pourra ne plus parler de journée internationale des droits des femmes. Donc c'est important aussi d'avoir cette journée pour pouvoir montrer que les femmes gagnent du terrain, il y a des avancées, on progresse, même si c'est un peu lentement, et on progresse aussi grâce, et je le dis aux hommes qui sont ici, grâce à la complémentarité. On n'est pas dans la ségrégation des hommes, c'est avec les hommes qu'on pourra atteindre cette égalité tant recherchée. Bravo, merci beaucoup pour ce partage. Je voudrais donner la parole plus particulièrement maintenant à Bénédicte et à Louise. J'ai une question particulière à vous poser dans les vertus du sport, au travers, du coup on en parlait tout à l'heure, de la performance et du dépassement de soi, comme dans celle de l'art et de la créativité. Comment est-ce que vous pouvez mettre l'art et le sport au service de votre posture d'entrepreneur et de votre leadership? Alors moi, c'est vrai qu'avec mon parcours, donc, j'ai fait de la natation synchronisée à haut niveau pendant des années. Je suis maintenant aussi, en plus de mon métier de comédienne et de chanteuse, entraîneur de natation synchronisée. Donc j'accompagne maintenant des nageuses qui font de la compétition. Et c'est quelque chose qui, en fait, m'a toujours drivé dans ma vie, le sport, le dépassement de soi, l'abnégation aussi à un endroit, c'est-à-dire qu'il y a un objectif et il y a aussi la vertu du travail, c'est-à-dire que moi dans mon métier on parle beaucoup de talent souvent, et c'est pas de moi, c'est Brel qui disait le talent, oui il y en a, mais il croyait surtout au travail, et je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire que, et ça rejoint le sport, c'est-à-dire que un entraîneur, un nageur ou un coureur ou n'importe quel sportif de haut niveau, s'il ne s'entraîne pas, c'est sûr qu'à la compétition, il ne va pas faire de résultats. Et ben, ça a été pareil. Et moi, c'est quelque chose qui m'accompagne beaucoup dans mon travail. C'est-à-dire que oui, il y a le talent, oui, je vais correspondre à un rôle, à un endroit, mais il y a le travail et il y a cet entraînement quotidien de mon art, affûter aussi voilà, tout ce qui peut servir, c'est-à-dire développer encore plus plein d'autres facettes qui vont m'aider aussi dans mon métier. Donc oui, je crois vraiment au sport, et c'est quelque chose que je transmets aussi. Je donne des cours parfois aux enfants, même aux plus grands, des cours d'oralité, et je le rapproche toujours du sport, c'est-à-dire qu'on commence les cours souvent en respirant, en prenant conscience de son corps, et je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment accompagner l'homme, la femme, l'être humain à entreprendre, exactement. Louise? Rentrer dans l'industrie de la musique sans aimer la musique, ça serait ça serait un peu bizarre. Aujourd'hui, que ce soit les artistes ou même dans l'entreprise, on est vraiment des passionnés de musique. On est là pour aider les artistes, les accompagner. Et en fait, ce qui est très beau je pose souvent la question aux artistes en mode mais qu'est-ce que tu veux dire à travers ta musique, quel message tu veux faire passer, etc. Des choses comme ça. Et en fait, ils nous transmettent cette passion à travers le fait de dire à travers ma musique, j'ai envie de dire aux gens qu'il faut qu'ils soient encouragés. À travers la musique, j'ai envie d'avoir une musique assez triste pour qu'ils puissent éponger un peu leur tristesse avec moi. J'ai envie de partager des expériences. J'ai envie que sur scène, qu'il se passe ça, ou ça, etc., etc. Et ce qui fait qu'en fait, l'industrie de la musique, elle est vraiment portée sur la passion. Il y a aussi un peu le côté business qui doit rester pour pouvoir aussi vivre de sa musique, parce que ça reste quand même, il faut quand même en vivre. Et aujourd'hui, même si, que ce soit l'entreprise ou que ce soit les artistes, même quand il y a une difficulté, il y a une fait de se dire, mais en fait, c'est juste un obstacle à passer, et après, on y va, en fait. Et en fait, il peut y avoir plein d'anecdotes, plein de choses qui arrivent dans l'industrie de la musique. On va dire qu'il n'y a pas encore des personnes assez évoluées sur les femmes pour qu'il y ait une égalité, je dirais, à 100%. On voit qu'il y a encore peu de femmes dans l'industrie de la musique. On le voit dans les festivals, je crois qu'elles sont encore 30%, un peu moins, beaucoup moins même. Et c'est vrai, ou même les artistes aujourd'hui,
On parle aussi beaucoup de beauty privilège chez les artistes, c'est-à-dire qu'on va plutôt produire aussi en label des artistes femmes qui sont, je dirais, tout le monde est belle, hein, mais... Dans des critères de beauté. Voilà, merci beaucoup, dans des critères de beauté qui sont de l'autre. Donc il y a plein de ces choses-là encore où il reste encore des freins, mais c'est la passion qui fait qu'en fait, il faut avancer, il faut y aller, il faut se dire, j'ai une flamme au fond de moi et let's go, et de toute façon, on s'en fout de ce que pensent les autres. Il faut se libérer, voilà, tout simplement. Ok, merci beaucoup. Merci. J'ai le sentiment, moi, aujourd'hui, que dans l'art, dans le sport, dans l'événementiel, dans la politique, nous, en tant que femmes, on explore le sensible aussi, et la notion de résilience, qu'on a cette particularité. Nous, on doit l'être, résiliente, souvent. Quel est, selon vous, l'apport qu'on peut faire pour équilibrer l'âme et l'ego, la vision et l'ambition, et trouver de l'équilibre là-dedans? Comment est-ce que nous, les femmes, on peut apporter nos lumières dans l'entrepreneuriat des hommes et des femmes, d'ailleurs? Qui veut bien commencer? Agnès? C'est une belle question. Ouais. En fait, je vais paraphraser Charlotte. Parce que Charlotte nous a toutes parlé auparavant, et Charlotte en fait a mis en mots quelque chose que j'avais compris, mais pas de manière aussi claire qu'elle l'a dit. Et c'est vrai qu'elle évoquait en fait le fait que l'ego, c'est justement cette recherche du pouvoir, et que l'âme, c'est plutôt une recherche de la puissance. Et souvent, c'est vrai qu'on pense que l'ambition arrive quelque part, ça va être justement le pouvoir. Et donc on met en place des choses qui font qu'on a un ego qui grandit, etc. Les femmes ont peut-être une approche différente de par leur expérience personnelle et puis aussi leurs rôles différents sociétaux, c'est une réalité. Et je pense qu'en effet, il y a un curseur qui se place à des endroits différents pour nous. Quand on est dans des rôles d'entrepreneuriat ou d'intrapreneuriat, parce qu'on doit concilier beaucoup de choses. Et donc au final, c'est peut-être ce surplus, non, c'est le mauvais mot, pas surplus d'âme, mais disons peut-être qu'on a plus tendance à piocher dans cet aspect-là de nos personnalités et jouer plus sur cette notion de puissance, la puissance de transmettre, la puissance de pouvoir apprendre, la puissance d'être, et aussi la puissance d'accepter qu'on puisse avoir une valeur intrinsèque, ce qui est souvent le plus difficile à mettre en place pour nous en tant que femmes. Et donc je pense que l'évolution d'une femme dans l'entrepreneuriat passe forcément par cette notion de puissance, et aussi accepter que peut-être la sensibilité de l'âme est vraiment quelque chose de très fort. Merci. Oui, peut-être plus... c'est vrai ce que vous dites, parce qu'il y a une approche différente. Je pense qu'il y a une intelligence émotionnelle chez les femmes, qu'on ne retrouve peut-être pas, même si les hommes aussi peuvent avoir une intelligence émotionnelle. Mais se servir de cette intelligence émotionnelle pour dépasser, pour se surpasser, pour avoir cette puissance de l'âme, cette puissance, cette envie de braver les obstacles, cette résilience. Moi, je la vois dans le parcours qui est le mien, et puis dans les femmes que je reçois, notamment celles qui sont victimes de violences, cette puissance qui leur donne cette force, ce courage d'être audacieuses et de croire en l'espoir. Je pense que chaque femme aussi a son parcours, à son vécu, voilà, son parcours, son vécu, et qu'on doit puiser dans cette intelligence émotionnelle. Et je suis convaincue, fondamentalement convaincue, que l'entourage est pour beaucoup, dans le sens que elles doivent avoir, tout à l'heure je le disais, je parlais des rôles modèles, tout dépend de l'éducation qu'on a pu avoir. Par exemple, je parlais un peu de moi, je viens d'une lignée de femmes qui ont su se dresser pour prendre le pouvoir, pour dire se dresser contre le pouvoir des hommes, pour dire non à l'excision, non au mariage forcé, oui à l'éducation des filles. Et je me nourris de cela. Et c'est cette force-là, cette audace, cette bravoure qui me porte et qui fait qu'aujourd'hui, quand mon destin de femme m'amène à être adjointe aux droits des femmes dans la 5e ville de France avec un collègue Robert Roux et avec comme collègue Magali Atougnon, on met en place des projets,
on s'additionne pour essayer d'accompagner cette femme, pour essayer de passer certains messages. Et on a la chance d'avoir un maire qui nous accompagne sur ces thématiques, qui nous aide, qui décide aussi des budgets, parce que ça c'est important. Peut-être que Magali pourra en parler, parce que c'est le nerf de la guerre, pouvoir mettre en place des actions. Raison pour laquelle on a pu mettre, par exemple, le plan d'action. On a un plan d'action à Nice, il faut le savoir, qui existe depuis 2014, puisque la ville de Nice et la métropole a signé la Charte européenne de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est un véritable baromètre qui nous permet de mettre en place des projets, des objectifs à atteindre et de valoriser et de sensibiliser, d'accompagner, d'éduquer, de faire de la pédagogie. Et j'aimerais, pour ne pas être trop long, c'est pas simplement qu'un one-shot, si je puis m'exprimer ainsi, c'est pas simplement qu'au moment de la journée de la femme, c'est toute l'année qu'avec Magali, avec les autres collègues, enfin plus avec Magali quand même, pardon pour les autres, et avec certains de nos collègues hommes, qu'on travaille sur ces thématiques. Non mais c'est vrai, il faut le dire, on est sur le terrain, parce qu'on va se dire oui c'est qu'une journée, non, c'est au quotidien qu'on met en place, qu'on a cette culture de l'égalité, qu'on lutte contre les stéréotypes, contre des discriminations, la sensibilisation. S'il est tout petit, ça passe déjà par la crèche, ce que dit Magali. On finance des projets comme Egamix qui vient, qui accompagne, qui met en place cette culture d'égalité. Tout simplement conscientiser, non pas nous, puisque nous sommes, et ce que nous faisons, nous évitons d'être dans l'entre-soi, mais conscientiser cette nouvelle génération et les Niçois et les Niçoises, surtout la jeunesse. Du coup, Mathie, vous avez pris un petit peu d'avance sur ma question suivante, mais c'est super. C'était de savoir si c'était un sujet politique, du coup. Ah oui, mais de toute façon, je pense que la fille aînée de l'économie doit être la politique. Pourquoi ? Parce que la politique, elle insuffle, elle vote des lois, elle pousse, elle accompagne. Ce que nous faisons, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure, la réponse que j'ai faite tout à l'heure rejoint votre question. Et c'est vrai que les politiques permettent de promulguer des lois. Il y a pléthore de lois, par exemple, sur les questions, sur l'entrepreneuriat, sur le droit des femmes. Mais il faut peut-être les renforcer, il faut commencer peut-être à les appliquer, peut-être aussi les faire évoluer. Vous avez un exemple à nous partager ? En tout cas, un très bon exemple, on ne peut que se féliciter de l'entrée, de l'inscription de l'IVG dans la Constitution, qui nous garantit le droit de disposer de notre corps. Et en ce jour, je pense à Simone Veil. C'est une deuxième victoire pour Simone Veil. Et je pense que quelque part, toutes les femmes qui sont ici, on a tous un peu de Simone Veil en nous. Magali, vous vous êtes particulièrement investie sur les sujets européens. Vous êtes en charge des affaires européennes. Et à la ville, que fait l'Europe sur ce sujet-là ? Et qu'est-ce que vous pouvez nous partager, justement ? Merci pour cette question. Et c'est vrai que moi, c'est un de mes combats que je mène, et avec l'aide de mes collègues aussi, parce que je considère que l'Europe est un sujet transversal et qu'elle touche toutes les délégations et toutes les thématiques que portent mes collègues. Et naturellement, l'égalité homme-femme. Alors, il faut savoir que c'est un objectif de l'ONU, c'est un objectif aussi français. Cela a été dit à travers différentes lois qui ont été évoquées, et puis plus particulièrement via l'engagement de l'Union européenne, qui a décidé d'une part de pouvoir ratifier la Convention d'Istanbul, qui a pour objectif de pénaliser, de lutter contre les violences faites aux femmes. Et c'est vrai que c'est important de rappeler l'engagement de l'Union européenne à ce sujet. Moi, je fais partie d'un groupe politique qui est le groupe Renew au niveau européen, et qui rassemble tous les partis centristes de l'Union européenne, et qui a initié le pacte Simone Veil, qui a pour objectif de pouvoir encourager toutes les politiques qui sont menées, de leur donner une dimension d'égalité homme-femme. Moi aussi, je milite, et c'est peut-être un peu technique, mais surtout ce qui est de la politique de cohésion. Alors, je sors un peu de mon prisme, mais l'Union européenne accorde des fonds européens aux États membres pour pouvoir développer aussi leur territoire, et puis accompagner au mieux les habitants de ces territoires. Et il y a la problématique de la conditionnalité. Alors pourquoi on adresse tel fonds européen à certains États membres ?
naturellement parce que ces États membres respectent le droit de la liberté d'expression, les droits fondamentaux. Et puis, moi, je milite au niveau européen, notamment dans un intergroupe qui s'appelle HER et qui a pour vocation de défendre les femmes, de conditionnaliser les fonds européens à l'égalité homme-femme. Je pense que c'est une première étape et je pense qu'il faut le faire. Et puis après, naturellement, l'Union européenne, elle intervient dans de nombreux programmes à destination des femmes, que ce soit pour les femmes dans la tech, pour encourager les femmes à adopter des métiers de la tech. On a fait, il y a mercredi soir, une réunion à ce sujet autour d'un programme qui s'appelle Women in Tech EU et qui a pour vocation de proposer une formation, de mentorat à toutes les femmes qui voudraient adopter ces métiers, mais aussi à travers des financements européens, le Fonds social européen. Il y a des associations ici, locales, qui sont financées par l'Union européenne. On avait porté ensemble, Mathie et toi d'abord, un programme européen qui s'appelle le programme ProSol, transfrontalier, qui a pour but d'échange de bonnes pratiques aussi pour accompagner les femmes en Italie et en France. Il y a d'autres programmes aussi, le programme SERVE par exemple, qui axe sur la citoyenneté, sur les valeurs, sur l'égalité aussi, qui offre des financements. Là encore aujourd'hui, il y a un appel à projet qui a une deadline le 9 avril et qui a pour but aussi de pouvoir financer toutes les mesures qui encouragent l'entrepreneuriat au féminin. Donc voilà, c'est important de dire que oui, c'est une dimension, enfin du moins c'est des sujets que l'on porte au niveau local et Mathie le fait parfaitement. Il y a une dimension nationale naturellement avec toutes les lois qui sont proposées à l'Assemblée nationale, votées au collège législateur et le Sénat, et puis naturellement l'Union européenne prend toute sa part et merci de m'avoir posé la question. Plaisir. Merci pour ce partage. Alors je vais faire un pas de côté complémentaire. Aujourd'hui, en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, en tant que politique, il y a aussi des nouveaux enjeux. Il y a l'enjeu de l'égalité homme-femme, bien sûr. Il y a aussi des enjeux écologiques. Il y a aussi des enjeux économiques et sociétaux, avec des crises migratoires, avec un besoin de prendre sa part dans la transition écologique et sociale du monde de demain. Vous, en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, en tant que politique, comment est-ce que vous avez envie de prendre votre part et qu'est-ce que vous pouvez partager là-dessus ? Ok, je m'y mets. Il y a un sujet, moi, qui est très sensible, où je suis, très sensible, c'est le sujet de l'écologie et de l'égalité homme-femme. Il faut savoir que dans l'industrie de la musique, il reste encore beaucoup d'égalité. Par exemple, les femmes ont moins accès à la production musicale que les hommes. On se lance moins à créer de la musique et à se lancer en tant que carrière. Et je pense que ça, il faut vraiment encourager les femmes à prendre des risques. C'est pas grave si on se trompe, on va se tromper, on va se faire critiquer de toute manière parce que les gens auront des attentes sur nous. Et il faut y aller. Et sur le sujet environnemental, je pense qu'avec tout ce qui se passe, tous les changements qui arrivent, avec l'IA, la blockchain, des choses comme ça, il faudra vraiment qu'on mette tout en commun nos compétences et surtout il n'y a pas d'histoire de battle des sexes. Le but, c'est vraiment de travailler en synergie pour pouvoir en fait faire du soin à la planète. Voilà. Sur comment est-ce que on peut faire cette bascule indispensable en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'artiste. Est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose ? Je peux vraiment dire qu'en tant qu'artiste, lorsque je crée, j'ai envie de mettre une loupe sur des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Donc on parlait de l'égalité homme-femme. J'ai écrit et interprété un spectacle sur Frida Kahlo. C'était une femme qui était absolument elle avait des engagements politiques, elle avait un engagement pour le droit des femmes qui était mais vraiment viscéral chez elle. Donc ça m'intéresse, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de le montrer. Et donc moi, mon vecteur, c'est mon art. Donc lorsque je fais un spectacle, c'est ce qui me sert à défendre des causes qui me sont importantes. Et j'ai été directrice artistique d'un autre seul en scène qui s'appelle Métanoïa, le présage du papillon, qui parlait effectivement des violences psychologiques et physiques sur les femmes. Et voilà, pour moi, l'artiste, c'est la plus belle place qu'il peut avoir, c'est ça, c'est de mettre de la lumière sur des sujets qui lui sont chers. Juste pour rebondir, vous parlez de Frida Kahlo, donc il va y avoir une belle exposition, je vous invite à venir la voir
tout à l'heure avec mon ami Robert Roux et toi Magali. C'est cet après-midi à 16h, il y a une belle exposition des femmes pionnières, dont Frida Kahlo, qui se fera sur les pergolas face à la Méditerranée. Donc on a pris la décision. Ah bah oui, c'est nous, c'est la ville de Nice. Eh oui, c'est nous aussi. Voilà. L'idée, c'était de montrer que nous sommes aussi le fruit de ces pionnières que vous venez de citer. Et il y a Frida, il n'y a pas que Frida, il y a Olympe de Gouges, il y a Simone Veil, et c'était important. Et je suis très contente et très fière de cette exposition qu'on a pu monter, créer, grâce au soutien de mon ami Robert Roux, pour justement montrer ces figures, ces rôles modèles, et pérenniser le courage et l'audace de ces femmes à une époque où elles n'avaient pas tous les droits qui leur étaient offerts comme ça. Oui, okay. C'est vrai que quand Sylva, qui est une vraie militante et une vraie artiste, est venue féministe, engagée, est venue me voir pour me demander est-ce que sur la promenade on pourrait faire ça sur les pergolas, j'ai mis tout mon poids dans la balance, parce qu'autant vous dire que ces pergolas sont très demandés et en permanence, et elle ne m'a pas lâché, et nous avons réussi à mettre ça en place. Mais je voulais juste dire une chose. C'est sur les enjeux climatiques ou c'est sur un autre sujet? Non, toujours sur ces sujets-là. D'accord. Sur ce sujet-là, vous dire, j'ai été moi très surpris. Je m'occupe beaucoup depuis 10 ans du street art sur Nice. Quand j'ai commencé sur le street art, il n'y avait que des hommes qui faisaient du street art, que des garçons. Aujourd'hui, j'ai autant de nanas qui font du street art que des hommes et qui le font avec autant de talent. Merci beaucoup. Du coup, je vais prendre la parole 2 minutes avec mon expérience. Je suis désolée sur les enjeux climatiques et les enjeux sociétaux. Moi, j'espère qu'on aura vite, grâce à vous toutes, finalisé le sujet de l'égalité homme-femme, parce qu'on a bien d'autres sujets à traiter, notamment celui de faire la bascule indispensable pour préserver notre planète, et que tant qu'on n'aura pas travaillé sur notre coopération et sur notre capacité à utiliser toutes nos compétences et tous nos cerveaux et toutes nos qualités pour le mettre au service d'un monde durable et d'un monde inclusif, un monde inclusif en faveur du handicap, d'un monde inclusif en faveur des personnes qui sont en train de vivre des exils climatiques et des exils politiques, en faveur d'un monde qui puisse coopérer les uns avec les autres, on n'y arrivera pas. Donc aujourd'hui, on est en train de traiter de sujets entre les hommes et les femmes, mais j'espère que demain, on traitera ensemble, entre hommes et femmes, le sujet de la coopération indispensable pour un monde durable. Je voulais juste partager ça avec vous. Moi, je voulais juste additionner quelque chose, c'est qu'en fait, tout engagement, qu'il soit petit ou grand, est important. Et moi, personnellement, c'est vrai que j'ai 2 causes qui me tiennent le plus à cœur, c'est la violence faite aux femmes et le handicap. Et on peut s'engager de n'importe quelle manière, que ce soit l'entrepreneuriat au sein de votre société à titre personnel, adhérer à une association, aller marcher. Il faut faire en fait toute cette petite démarche, petite ou grande, parce qu'elles ont de l'importance. Et surtout, en fait, il ne faut jamais oublier, et je rejoins Mathis, ce que tu disais par rapport au rôle d'exemple et au rôle modèle, c'est qu'on donne notre exemple aux prochaines générations, et il faut absolument qu'on avance dans ce sens-là. C'est indispensable qu'elles comprennent et qu'ils comprennent, nos enfants, l'engagement qu'on peut avoir, et quelle que soit sa forme, il faut le prendre, il faut avoir le courage de le prendre. Merci Agnès. Est-ce que vous voudriez bien partager avec les personnes qui sont là et qui vont vous voir, vous écouter, de quoi aujourd'hui, individuellement, vous êtes le plus fiers les unes et les autres? Et je laisse qui veut prendre la parole en premier. Ouais. Le plus fier. Votre grande fierté. Je vais commencer. Moi, c'est d'avoir créé mon entreprise. Je suis extrêmement fière, et surtout, c'est de m'améliorer. Chercher toujours des clés pour me dire qu'est-ce que je peux améliorer chez moi aussi dans mon entreprise, pour faire que j'arrive en fait à un niveau toujours au-dessus, un step au-dessus. Je veux aussi lâcher prise. Ça aussi, c'est important, se dire que on n'est pas parfait. La perfection, ça, c'est pas bien. Et que on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de se tromper, on a le droit de dire des choses, de parler trop. On a le droit, on a cette liberté, et il faut le faire. Et de toute façon,
un peu croire aussi à sa destinée, c'est-à-dire que si avec la personne ça ne matche pas, bon tant pis, hop, on passe à autre chose. Et donc voilà, c'est ce dont je suis le plus fière. Bravo. Bravo. Et c'est une belle fierté. De façon spontanée, je vais dire ma fille. De quoi je suis plus fière. Ma fille de 23 ans, et ça nous prouve que les rôles modèles, c'est important. Tout à l'heure, je parlais des versions améliorées de nous-mêmes. Elle a 23 ans et elle me dit, et j'apprends beaucoup, elle me dit, mais parce que pour eux, c'est facile. Elles ne sont pas dans le jugement. Ça se fait naturellement. L'égalité femmes-hommes, effectivement, c'est comment dire, pour elles, elles ne vont pas se poser la question, la charge dans le couple, la répartition des tâches ménagères. Ça prouve que les combats que nous menons portent leurs fruits. Et alors, de quoi, à part bien entendu ma fille, simplement du parcours que j'ai pu entreprendre avec des obstacles, parce que je pense que chaque femme a son parcours, chaque femme a son vécu, et savoir se relever. Et cela s'inscrit complètement dans la très belle soirée qui a eu lieu hier, qui s'appelait Trophée des femmes du rebond. Parce que nous, les femmes, on sait rebondir malgré la difficulté, malgré les obstacles, malgré souvent, on est pointé du doigt en disant non, tu n'y arriveras pas. Et ne pas écouter tous ces voix-là, mais utiliser sa propre force, sa propre énergie, son intelligence émotionnelle et transcender les choses. Voilà, c'est ce qu'on fait. Et quand on arrive à transcender toutes ces barrières-là, on en arrive à ce que tu dis si bien, un équilibre, pas trop, pas plus, être tout simplement nous-mêmes, des femmes. C'est formidable, non ? Merci beaucoup. En 2024. Non, mais je me reconnais un peu dans tous les témoignages qui ont été partagés. Moi, c'est vrai que pour revenir à chacune de ces histoires, moi, j'ai une sœur jumelle. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais j'ai vécu la gémilité comme une force, mais aussi parfois cette comparaison constante peut blesser et peut parfois vous faire douter de vous-même. Et je pense qu'aujourd'hui, je me sens plus à l'aise avec ce que je suis, la comparaison aussi, les doutes qui peuvent toutes nous assaillir et on essaye vraiment de pouvoir les surmonter. Donc ouais, je dirais d'avoir surmonté ce désir naturel de comparaison, d'être nous-mêmes et surtout d'avoir accepté tous les défis auxquels j'ai été confrontée sans initialement m'écouter, puisque à chaque défi, c'est toujours des doutes. On s'interroge toujours sur notre capacité à pouvoir les surmonter et faire face. Je pars du principe qu'on dit d'abord oui et après on réfléchit. C'est comme ça que je fonctionne et jusqu'à présent, je l'ai jamais regretté. Voilà. Merci beaucoup. Oui, alors... C'est compliqué de dire ce dont on est le plus fier, mais c'est vrai que dans le cadre de ce dont on parle là, ça revient encore à cette question d'engagement. S'il y a vraiment des choses qui tiennent à cœur, il faut le faire pour ne pas le regretter. C'est quand même très important. C'est toujours mieux d'avoir des remords que des regrets. Et moi, personnellement, j'ai monté une association pour des enfants avec des troubles d'apprentissage et j'en suis très fière. Parce que c'est quelque chose qui était un véritable engagement personnel. Et ça, maintenant, dans mon parcours, plusieurs années après, je me dis, j'ai pas lâché l'affaire, on a continué, c'était dur, parfois c'est violent. Monter sa propre entreprise aussi, c'est compliqué. On a des responsabilités financières, on a des responsabilités auprès de personnes, il y a des responsabilités auprès de nos clients. On prend beaucoup de choses sur nos épaules et parfois c'est dur, c'est pas facile tous les jours. Et donc c'est vrai qu'il faut tenir bon. Et donc je me dis que dans des parcours et dans des évolutions de parcours, au final, ce dont on peut être le plus fier, et je rejoins entièrement Mathis ce que tu dis, c'est notre résilience. Et je me dis toujours qu'il faut avoir touché le fond de la piscine pour remonter. Et c'est souvent ça qui nous donne le plus d'énergie. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. C'est trop beau et je rebondis exactement sur ce que tu dis parce qu'à la fin du spectacle de Frida Kahlo, elle dit j'ai touché le fond et je suis remontée à la surface de moi-même. Et c'est quelque chose, moi, qui m'accompagne aussi. Donc je me reconnais dans mais vraiment tous vos parcours. Et donc de quoi je suis le plus fière? Oui, de mon parcours. Aujourd'hui, de me dire que je vis de ma passion. Et ça, c'est magnifique. De me dire que tous les jours, je me lève, je crée,
je fais quelque chose qui me plaît et me porte. Et puis, je suis fière aussi, on parlait de puissance aussi. Alors ça, c'est quelque chose dont on prend conscience, mais qui prend du temps. Et donc, c'est un travail, le travail de reconnaître aussi sa propre valeur, ne pas la donner aux autres, mais se dire que nous-mêmes, oui, on a une valeur. Voilà, ça, c'est quelque chose dont je suis fière de faire le travail. C'est pas encore fini, mais je le fais. Merci, merci pour ça. On arrive à l'ultime question de cette table ronde, et puis ensuite, je vous laisserai à tous poser des questions et aller trouver d'autres ressources auprès de nos participantes ici. Si vous deviez donner un conseil, et là je ne dirais pas un conseil seulement aux femmes, un conseil aux entrepreneurs qui ont besoin de plein de conseils tout le temps, tu le disais tout à l'heure, avec tous les parcours que vous avez, quels seraient les conseils clés et du coup, ça va être le plus dur pour la personne qui va passer à la fin, parce qu'il va falloir donner des conseils différents de ceux qui ont été donnés au début. Qui veut commencer? Moi, si j'avais juste un conseil à donner aux femmes, c'est de dire oser, tout simplement. Peut-être compléter, juste bien savoir s'entourer. Je pense que c'est important d'être bien accompagné et de bien choisir les personnes qui vous entourent. Maximiser votre capital relationnel, surtout les femmes, parce qu'on en a beaucoup. Donc il faut vraiment l'utiliser, cultivez-le au maximum et demandez de l'aide. Parce qu'en fait, souvent, on a tendance à se dire, on va entreprendre, en fait, il faut le faire toute seule. Mais non, en fait, il y a plein de gens autour de nous qui peuvent nous aider. Il y a plein de super structures, bon, la preuve ici. Donc il faut utiliser toute l'aide qui est disponible. Moi, je dirais s'éclater. Suivre sa passion, suivre son cœur, suivre son instinct et son instinct, pardon, et suivre aussi les instas des gens ici. Et surtout s'éclater, c'est suivre son cœur, suivre son instinct. Et foncer en fait, si la porte est fermée, passe par la fenêtre, vraiment. Et puis la vie est courte, donc si on fonce pas maintenant, quand est-ce qu'on le fera? Mais il n'est jamais trop tard. Ouais, non, mais je veux dire, voilà, il faut y aller, quoi. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Ah oui, on est toutes d'accord. Ok, je vais vous laisser prendre la parole. Je voulais simplement terminer avec deux choses. Vous avez parlé de Simone Veil tout à l'heure. Ce matin, je lisais une de ses citations qui est hyper connue, qui disait ma revendication en tant que femme, c'est que ma différence soit prise en compte et que je ne sois pas contrainte de m'adapter au modèle masculin. Et du coup, je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, il n'y a pas un modèle masculin et un modèle féminin, mais simplement de nouveaux modèles à imaginer, de nouveaux schémas sociaux, de nouveaux types de fonctionnement. Je me suis aussi dit, j'en parlais aux femmes qui sont là présentes aujourd'hui, qu'on pourrait presque avoir une table ronde sur les hommes déconstruits et sur comment est-ce qu'un homme déconstruit peut entreprendre différemment aujourd'hui. Je pense qu'ils sont confrontés aux mêmes difficultés que les femmes. Et puis peut-être qu'un jour on pourrait faire une table ronde avec les hommes sur le silence des hommes et sur comment être un entrepreneur quand on est un homme, c'est compliqué, et comment est-ce que ces hommes en fait ont été merci, ben ouais, et on va le faire ensemble. Comme ça vous aurez la parole tout le temps. Et comment ces hommes, en tant qu'entrepreneurs, en tant que politiques, en tant que décideurs, sont dans l'obligation d'être bons, de jamais se plaindre, de rentrer à la maison en étant fiers, parce qu'on leur a appris à être silencieux et fiers, parce qu'ils sont aussi victimes d'une éducation qui est compliquée. Et du coup, en vrai, donner la place aux hommes pour aller explorer leur vulnérabilité, leurs émotions, et comment, grâce à ça, ils peuvent soutenir une nouvelle société, je trouverais ça passionnant. Voilà. Donc, avec plaisir pour organiser une table ronde sur le silence des hommes. Je serai présent. Je serai présent et je vous promets que je ne prendrai pas la parole trop longtemps. Non, je vous la donnerai avec plaisir. Mais encore une fois, moi je travaille surtout dans le domaine artistique et ce que je juge, c'est le résultat, et je ne me suis jamais posé la question. Tu es artiste aussi. Oui, mais je ne me suis jamais posé la question de savoir est-ce que c'était un homme ou est-ce que c'était une femme qui l'avait réalisé. Ce qui est là, ça me touche pas. Ça a du sens ou ça n'en a pas.
Mais la question de savoir est-ce un homme ou une femme, je ne me pose même pas la question. Et je crois que bien souvent, quand vous-même, vous allez travailler avec des gens, avec des entreprises, vous ne vous posez pas forcément la question de savoir, mais est-ce qu'à la tête, il y a un homme ou il y a une femme? Ce qui compte, c'est ce qui est fait. Or, ce qui est fait aujourd'hui, il est aussi bien fait par les hommes que par les femmes. Et je voudrais aussi clôturer par un conseil de ma maman, qui n'est plus de ce monde, mais du coup qui sera là avec nous aujourd'hui et que je donne souvent. C'est quoi que tu fasses dans la vie en tant que femme, fais en sorte que ton arrière-grand-mère soit fière de toi, mais que ton arrière-petite-fille aussi. Et,